nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un invité que vous avez maintes fois réclamé, François Asselineau, le président de l'UPR. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors vous êtes énarque, ancien HEC, ancien inspecteur général des finances. Non, je le suis toujours. Toujours, mais en disponibilité. En disponibilité. Et vous êtes évidemment le président de l'UPR, créé en 2007, un parti qui revendique environ 30 000 adhérents à peu près aujourd'hui. Vous êtes également candidat à la présidentielle de 2017. Vous avez réuni un petit peu moins de 1%, ce qui est mieux, on ne le dit pas assez souvent, que Nathalie Arthaud ou Jacques Cheminade. Et ça correspond peu ou prou à 330 000 voix. François Asselineau, quels enseignements avez-vous tiré de cette expérience ? Alors d'abord, quand vous dites revendiquer le nombre d'adhérents, nous avons en effet bientôt 30 000 adhérents, dont 26 000 et quelques qui sont à jour de cotisation. Et le reste, ce sont des adhérents qui ne sont plus à jour, mais depuis moins de 2 ans, donc qui restent statutairement adhérents. On a demandé d'ailleurs à ce qu'il y ait une autorité indépendante qui indique aux Français quel est le nombre exact d'adhérents à jour de cotisation et d'adhérents statutaires par parti politique. Parce que si il y avait cette autorité, eh bien on s'apercevrait que l'UPR est déjà le 5e parti politique de France par le nombre d'adhérents, c'est beaucoup. Alors vous pouvez interroger sur mon expérience à la présidentielle. J'en garde un souvenir contrasté parce qu'il y a eu évidemment des choses très bien, des choses correctes, des choses moins bien et puis des choses pas bien. Ce que je remarque, c'est que d'abord la notoriété de ma notoriété personnelle et la notoriété du mouvement que j'ai créé a explosé. On a multiplié le nombre de nos adhérents justement par plus de 2 en l'espace de quelques mois. J'avais créé ce mouvement le 25 mars 2007. Entre 2007 et début 2017, on avait accumulé, si j'ose dire, 14 000 adhérents et on est passé de 14 000 à 30 000. Donc déjà un formidable effet de notoriété. La deuxième chose, c'est que ça m'a permis aussi de découvrir l'envers du décor, comment ça fonctionne et comment notre démocratie est très largement manipulée, notamment par les grands médias. Voilà, moi il y a des gens qui se sont gaussés du fait que j'avais fait 0,92% des suffrages. Bon, mais il faut savoir que jusqu'à 5 semaines avant le premier tour, très très peu de Français me connaissaient, sauf ceux qui y allaient sur Internet. Donc les Français m'ont découvert 5 semaines avant le premier tour. Et lorsque j'ai été, parce que la loi imposait que je fusse invité par les grands médias, je suis allé dans les grands médias. Les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes de radio, et tous les journalistes, systématiquement, ont commencé de la même façon en me disant « Alors on dit de vous que vous êtes un complotiste, alors on dit de vous que vous êtes un conspirationniste ». Donc il y a eu une espèce d'orchestration, d'un dénigrement d'emblée, de décrédibilisation. Et on n'a jamais pu vraiment entrer dans le fond du sujet. Parce que ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne. Même le débat qui a eu lieu le 4 avril, c'était en fait des silos, si vous voulez. Chaque candidat répondait aux 2 journalistes, mais il y avait très très peu de débats entre les candidats. Donc en fait, on a affaire à des campagnes qui ne vont pas au fond des choses. Il faudrait aller au fond des choses, il faudrait prendre le temps d'expliquer aux Français ce qui se passe. C'est ce que je fais moi depuis plus de 10 ans sur Internet. C'est pour ça d'ailleurs que notre mouvement... Oui, d'ailleurs l'UPR fait ses propres vidéos, même des directs qui fonctionnent bien d'ailleurs. Qui fonctionnent très bien. On a maintenant, à chaque fois que je fais un entretien d'actualité, au bout d'une semaine, on est à peu près à 60 000 vues. Et au bout de quelques mois, on dépasse 100 000 vues. Donc du coup, Mélenchon vous a copié avec sa revue de presse de la semaine. Il y a beaucoup de gens qui me copient, vous savez, mais ça fait un peu partie de la politique. Voilà. Donc au total, je suis quand même plutôt satisfait, bien sûr, de cette élection présidentielle. Je suis quand même un peu triste parce que quand je me promène en France, en particulier dans Paris, dans la région parisienne, dans les grandes villes, très souvent je suis abordé maintenant par des gens qui me reconnaissent. Beaucoup me disent « Ah, c'est très bien, continuez comme ça ». Pas tout le monde, mais je suis assez régulièrement abordé. Et je dis aux gens qui m'abordent et qui me disent que c'est très bien, je dis « Est-ce que vous avez voté pour moi ?» Et il y en a qui me disent, en général d'ailleurs ils le disent spontanément, mais il y a des gens qui me disent « Ah non, j'ai pas voté pour vous parce que c'était très bien », mais je dis « Mais quoi ?» « Ah ben j'ai voté utile ». Et j'ai dit « C'est quoi voter utile ?» En général, c'est des gens qui ont voté soit Madame Le Pen, soit Monsieur Mélenchon. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que s'il n'y avait pas eu
Cette présentation qui a été faite par les médias entre les prétendus grands candidats et les prétendus petits candidats, les sondages, finalement. Et des sondages qui sont financés, on ne sait comment. Eh bien, ici, on avait eu, comme c'était le cas au début de la Ve République, l'élection présidentielle de 1965, il y avait une stricte égalité de traitement médiatique et il n'y avait pas les commentateurs qui, par derrière, en rajoutaient. Si les Français avaient pu, en conscience, réfléchir à ce que présentaient les différents candidats, réfléchir également à l'expérience professionnelle. Parce que moi, quand une fois quelqu'un m'a dit que j'étais un petit candidat, c'est un journaliste qui m'avait dit vous êtes un petit candidat. Je lui ai dit vous êtes un petit journaliste. Alors ça ne lui avait pas fait plaisir. On reviendra sur votre amour tout particulier. Ça ne fait pas plaisir. Et moi j'ai dit en termes d'expérience professionnelle, en termes d'analyse et de comment dirais-je, de prévision réalisée par rapport à ce que j'ai annoncé, comment les événements évoluent, comment dirais-je, je me permets de signaler que depuis 10 ans, et grâce à Internet, on peut aller voir ce que j'ai pu dire depuis 10 ans, que toutes les prévisions que j'ai faites, ou quasiment toutes, se sont révélées exactes avec le temps. Eh bien, j'estime qu'avec tout ça, je ne suis pas un candidat, je pense, au contraire, j'étais au contraire quelqu'un qui était un grand candidat par l'expérience et également par le discernement et la capacité de prévoir ce qui allait arriver. Alors malheureusement, j'ai pu découvrir en effet comment l'électorat se laisse manipuler. Et puis j'ai découvert des tas de choses, mais enfin, on va peut-être en parler plus longtemps, mais sur toute une série de manipulations médiatiques qui ont pu arriver. Alors on l'a compris, c'est une histoire compliquée avec les médias. Pour autant, il faut le dire aux téléspectateurs, parce que pendant la campagne présidentielle, on a été pas harcelés, mais assaillis de commentaires qui nous réclamaient de vous inviter, chose que nous avons fait à plusieurs reprises, mais pour des raisons que vous allez nous expliquer, vous avez préféré ne pas venir sur TV Liberté. Pourtant, vous avez répondu à d'autres médias, vous avez répondu à Ouma TV, à Berbère TV, à Polonie TV par exemple, mais TV Liberté, c'était visiblement un cap difficile à franchir pour vous. Oui, c'était un cap difficile parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est que il est très difficile de dire ce que je dis, de proposer notamment depuis 10 ans la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, sans être immédiatement taxé d'extrême droite. Et, vous le savez comme moi, TV Liberté, pour moi, aurait été une preuve supplémentaire de dire, vous voyez qu'il est d'extrême droite. Moi, je me parle à tout le monde. D'ailleurs, je viens avec plaisir ici. Mais le problème, c'est que je suis pragmatique. Et quand vous êtes dans une campagne électorale, vous êtes obligé de voir comment les journalistes vont réagir. Donc, on a été attaqué constamment. Et je sais que si j'étais venu pendant la campagne électorale ici, on aurait dit, vous voyez, c'est la preuve que. Parce que malheureusement. Ce qui est quand même un peu ironique, parce que pendant la campagne présidentielle, on a eu des candidats qui soutenaient, enfin des élus qui soutenaient par exemple François Fillon. Je pense à Valérie Boyer notamment. On a eu également Michel Rivasi, dont je parlais tout à l'heure avant d'arriver sur ce plateau, qui est d'Europe Écologie Les Verts. Donc, est-ce que finalement vous n'aviez pas l'impression de donner du crédit à ces attaques aussi en refusant de venir ? Non, parce que, écoutez, c'est comme sur je ne sais plus quelle télévision on m'avait dit, quelqu'un m'a dit vous êtes, je sais pas quoi, d'extrême droite, ci et ça. Et j'ai dit mais attendez, monsieur Henri de Lesquen, qui avait fait des déclarations absolument ahurissantes, y compris contre moi, en me traitant d'ordure cosmopolite, je lui ai dit monsieur de Lesquen soutient monsieur Fillon. Alors là, le journaliste s'était arrêté. Parce que on n'est pas traité de la même façon, si vous voulez. Moi, pourquoi je suis dans le collimateur des grands médias ? Parce que je dis des choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'extrême droite, qu'on en revanche tout à voir avec les grandes valeurs de la République française. Et ça, il est absolument nécessaire de les discréditer, de trouver n'importe quel argument, même les plus contorsionnés, pour recoller une image qui n'est pas la mienne. La réalité, c'est que le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui, depuis le début, se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Nous avons une charte fondatrice que j'ai rédigée, qui a été adoptée lors du premier congrès fondateur, on était 35 personnes, et ce congrès fondateur, cette charte n'a pas bougé d'un iota depuis plus de 10 ans et demi maintenant. Ce qui vous permet d'être classé en divers. Voilà, et de fait, nous avons parmi nos adhérents des Français et des Françaises qui viennent absolument de tous les horizons. Ça va d'anciens électeurs du Front National jusqu'à d'anciens électeurs du Parti des Travailleurs ou du nouveau parti anticapitaliste ou de lutte ouvrière. Et avec des électeurs qui viennent de tous les partis politiques. Et peut-être d'ailleurs une majorité d'électeurs venus de la gauche. Et pourquoi cela ? Parce que, et j'essaye, c'est difficile, j'ai essayé depuis 10 ans et demi de tenir une ligne très précise, c'est-à-dire appeler les Français à faire preuve de discernement et de dégager une hiérarchie de priorité. Vous savez quelle est mon analyse ? Je me permets de le dire pour les gens éventuellement qui me découvriraient.
Le drame de la France aujourd'hui, c'est que, comme c'est arrivé au cours de notre histoire, à plusieurs reprises, les Français ont perdu leur souveraineté nationale, leur indépendance nationale. Nous sommes dirigés par l'étranger. C'est arrivé pendant la guerre de 100 ans. C'est l'épisode de Jeanne d'Arc. C'est arrivé lorsque François Ier, après la bataille de Pavie, avait été fait prisonnier. C'est arrivé lorsque Jean le Bon, en 1356, avait été fait prisonnier à la bataille de Poitiers. C'est arrivé en 1870. C'est arrivé en 1940. Et à tous les moments de cette histoire, il a fallu que les Français aient la sagesse collective de se rassembler provisoirement au-delà du clivage droite-gauche. Alors, sous Jeanne d'Arc, on ne parlait pas de clivage droite-gauche, mais ça existait quand même. Il y avait déjà et de se rassembler provisoirement. Et j'allais dire, vous savez ce que disait le duc de Berry, qui était le deuxième, le deuxième fils de Charles X. Louis XVIII n'avait pas d'enfant, mais Charles X avait 2 fils. Et en 1815, le 18 juin 1815, il y a Waterloo. Donc c'est la fin de l'Empire, Napoléon s'enfuit, regagne précipitamment la capitale, et puis il y a des troupes qui se battent entre de la grande armée qui sont en pleine débandade, les soldats de Napoléon. Puis il y a aussi des troupes qui sont loyales au roi de France, à Louis XVIII, qui va remonter sur le trône, qui s'était réfugié à Gand. Et on est en plein chaos, en pleine confusion, et il y a donc des soldats des deux camps, des Français des deux camps qui se tirent dessus. Et le duc de Berry, le deuxième fils de Louis XVIII, c'est resté célèbre, il y a eu des médailles qui ont été frappées là-dessus, a dit « Halte au feu, nous sommes tous Français ». Ben moi, c'est ça que j'ai voulu faire avec ce parti politique, c'est-à-dire on est tous Français. Ça veut dire qu'il faut mettre de côté provisoirement ce qui nous différencie. Et il y a des sujets graves, des sujets vraiment importants, l'immigration, les questions sociétales, les questions de fiscalité, tout ça, ce sont des sujets importants. Mais moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est quand même moins important que notre liberté collective et la survie même de la France, parce que c'est la survie de la France qui est actuellement en cause. Alors ce que je vous propose, c'est que là on a vu que vous n'aviez pas un très grand accès dans les médias, mais pour autant vous comptez beaucoup sur vos militants, qui permettent une présence très importante dans les rues, notamment dans les rues de la capitale. Et une équipe de TV Liberté est allée à leur rencontre pour regarder un peu comment ils procédaient et puis aussi pour leur poser quelques questions. La secte, c'est l'Union européenne, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Alors vous n'êtes pas un grand gourou, François Asselineau ? Non, mais je sais, il y a des gens qui disent « Ah, il y a un gourou, une secte ». Moi, je m'étais renseigné, vous savez, il y a un truc qui s'appelle la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Je me suis renseigné, j'ai dit « C'est quoi ?» Une secte, c'est normalement, d'après la définition de la MIVILUD, un organisme interministériel, une secte, c'est une institution dont la première caractéristique est d'affaiblir le sens critique des gens qui y adhèrent. Alors, excusez-moi, mais à l'UPR, au contraire, on affûte le sens critique des Français. C'est d'ailleurs regardez, vous avez vu les militants votre reportage, moi je le trouve formidable parce que j'en connais quelques-uns de ces militants. Tous nos militants à travers toute la France, c'est pas pour moi qu'ils font ça, c'est parce qu'ils ont été convaincus par les analyses. Et d'un seul coup, ils comprennent ce qui se passe. Donc nous, on affûte le sens critique des gens. C'est pas du tout comme, excusez-moi, mais lorsque vous avez Macron qui dit pensez printemps, ça, je suis désolé, c'est un propos de gourou et de secte, parce que ça veut dire qu'il affaiblit le sens critique des gens. La deuxième caractéristique d'une secte, c'est que on doit suivre un gourou qui, quoi qu'il dise et fasse, les gens doivent lui obéir. Mais moi, si demain je changeais si je disais tiens non finalement on va faire une autre Europe, on va proposer une modification des traités, faire comme tous les autres partis politiques, j'aurais 90% de mes adhérents qui en renverraient leur carte. Parce qu'ils sont adhérés sur la charte et sur les analyses. C'est-à-dire que je ne suis que l'adhérent numéro 1. Regardez maintenant ce qui se passe dans les autres partis politiques. Regardez, vous avez des gens qui sont au Parti Socialiste ou Républicain ou chez En Marche, et ils adhèrent. Pourquoi ? Regardez comme Hollande s'était fait élire sur un programme, après il fait tout le contraire, et vous avez des électeurs qui trouvent toujours ça très bien. Ça, c'est exactement... il n'y en avait quand même pas beaucoup qui trouvaient ça très bien. Non, c'est vrai. Il y avait quand même 12 ou 13% à la fin quand même qui étaient encore d'accord. Ça, c'est un phénomène sectaire. C'est-à-dire que quoi que pouvait dire et faire Hollande, les gens trouvaient ça très bien. Ça, c'est un gourou, c'est exactement ça. Et puis la troisième caractéristique, toujours d'après la MIVILUD d'une secte, c'est que le gourou, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par l'argent et qui prend de l'argent pour lui-même.
les gens qui connaissent l'UPR et qui me connaissent savent qu'avec le pédigré universitaire que j'ai, que vous avez eu la gentillesse de rappeler, un inspecteur général des finances comme moi en fin de carrière, normalement, je devrais être dans une grande banque et je gagnerais. Je vais citer le salaire de quelqu'un de l'inspection générale qui était à la tête d'une très grande banque française. C'est 260 000 euros par mois. Ah, c'est un peu moins qu'Emmanuel Macron quand il aide Nestlé à racheter Pfizer. Voilà. Alors que moi, là, depuis le début de l'année, je n'ai rien gagné, je suis en disponibilité, et là, je vais gagner 3 francs 6 sous. Donc, ça veut dire que je suis exactement le contraire. Voilà. Alors, pourquoi les gens disent ça? Bon, parce qu'ils savent pas quoi répondre. Voilà. Ils savent pas quoi répondre, parce que nous avons, vous avez vu les militants qu'on a. Je me permets de les remercier, d'ailleurs, et pas seulement ceux qu'on a vus. Pourquoi est-ce qu'on a, d'ailleurs, cette force militante? Parce qu'ils ont un peu la rage de voir que nous avons des analyses qui sont validées depuis 10 ans et que nous sommes systématiquement blacklistés de tous les grands médias et que quand on passe dans un grand média, j'ai 30 secondes, 45 secondes pour expliquer quelque chose qui nécessite objectivement d'avoir un petit peu de temps d'expliquer parce que nous sommes, comme l'a dit l'un de ces militants, nous sommes confrontés à 40, 50 ans comment dirais-je, de pensée unique, de promotion, de propagande pro-européenne. Si par exemple quelqu'un dit « l'Europe c'est la paix », tout le monde croit que c'est vrai. Moi, quand j'explique que l'Europe nous entraîne à la guerre, il me faut quelques minutes pour expliquer pourquoi. Donc il n'y a pas parallélisme, vous comprenez? Si quelqu'un dit « l'union fait la force », ça paraît vrai aux gens. Si moi j'explique que ça n'est pas vrai, que l'union fait la force à la condition que tout le monde tire dans le même sens, mais si tout le monde tire dans un sens différent, l'union ne fait plus du tout la force, ça fait l'immobilité et le désastre, il me faut un petit peu de temps. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans une situation équilibrée, et comme les militants le savent, eh bien, ils voient bien que c'est injuste, ils font donc ce collage d'affiches. Ils ne font pas que ce collage d'affiches, François Asselineau, parce que je vous propose de regarder des petits montages qu'ils font régulièrement sur Internet, où ils apprécient quand même considérablement vos ripostes aux journalistes, et où ils vous habillent et vous affublent d'un costume un peu particulier. On va regarder. C'est votre petit plaisir, François Asselineau, quand même, de vous payer les journalistes. C'est pas un plaisir, vous savez, d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'il y a ce qu'on voit à l'antenne, ou ce qu'on entend à l'antenne, et puis il y a la off. Et parmi les journalistes que j'ai rencontrés pendant la campagne présidentielle, il y en avait qui m'étaient vraiment très hostiles d'emblée. Mais pas tous. Et il y en avait, je ne vais pas donner des noms, mais certains très connus, qui, pendant la plage de publicité ou en antenne, m'ont avoué qu'ils trouvaient que ce que je disais était tout à fait intéressant. Je connais un journaliste très connu qui m'a dit, mais les autres sont complètement nuls, en parlant des autres candidats. Il m'a dit, les autres sont nuls. Vous êtes celui qui connaissait le mieux les dossiers. Mais après, dès que d'un seul coup, on remet les caméras, d'un seul coup, c'est changement complètement de programme. Et il va me dire, alors dites-vous que vous êtes complotistes. Donc, il faut bien comprendre. Comme ça, on aura compris de qui il s'agissait. Voilà, donc, non, ils l'ont tous dit. Donc, vous avez des journalistes qui, moi, je cite la charte de Munich dans le programme, je voudrais protéger, moi, les journalistes. C'est pas normal, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous avez vu, là j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il faut un organisme, une institution pour veiller à la pluralité. J'ai des points de convergence, quelques-uns avec M. Mélenchon, j'ai beaucoup de points qui sont en désaccord. Surtout depuis que vous êtes allé sur Radio Insoumise. Voilà, je suis allé sur Radio Insoumise, donc où là j'ai fait beaucoup d'audience. Donc je vais à Radio Insoumise, maintenant je vais à TV Liberté, j'essaie d'aller un peu partout. Mais M. Mélenchon, lorsqu'il dit, il a été traité, c'est vrai, lorsqu'il va à une interview télévisée ou radio, maintenant, tout le monde lui sort le Venezuela. Comme moi, on me sortait le complotisme. Et il a dit, il y en a assez. Parce que c'est vrai, ça fait partie de manœuvres qui sont systématiquement de dénigrement. Moi, je veux bien débattre avec M. Mélenchon. Il s'y est toujours refusé, d'ailleurs. Comme j'avais proposé de débattre avec Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan, ils se sont toujours refusés. Mais moi, je veux bien débattre avec M. Mélenchon. J'aurais des choses à lui critiquer. Parce que, par exemple, lui, comme les autres, ne propose pas de sortir de l'Union européenne, de l'euro. Il fait, comme les autres, une autre Europe. Mais là, en revanche, je trouve que c'est scandaleux la façon dont lui et d'autres, et comme je l'ai été, sont traités par les médias. C'est pour ça que je trouve qu'il a raison. Il faut revenir à l'éthique du journalisme. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des journalistes qui souffrent de la situation actuelle, mais qui ne peuvent pas faire autrement parce que ce sont des salariés.
ils ont un conjoint ou une conjointe, ils ont des impôts à payer, ils ont un emprunt avec des traites mensuelles à régler, et donc ils sont un petit peu parfois sous la soumission de la rédaction en chef ou quelque chose comme ça. Emmanuel Macron a dit que France Télévisions était une honte pour la France. Vous partagez ce constat? Bah, écoutez, je trouve ça assez extraordinaire. J'ai l'impression de quelqu'un qui dévore la main, qui l'a créée et qui l'a nourrie. Parce que si M. Macron considère que Mme Ernotte, présidente de radio de France Télévisions, ou que M. Mathieu Gallet, le président de Radio France, c'est la honte de la France, il faut qu'il leur dise directement. Il y a des choses à dire sur le service public de l'audiovisuel. D'ailleurs, en ce moment, il est en train d'être démantelé, au passage. Mine de rien, on est en train de tout démanteler. Mais moi, je renvoie au programme que j'avais fait. Il faut effectivement redonner à l'audiovisuel public d'abord un peu d'argent. Il faut également augmenter les contraintes culturelles. Il doit y avoir, comme d'ailleurs sur TF1, lorsque le TF1 avait été privatisé, il faut quand même remonter le niveau. On est en train d'abrutir la population française. Le niveau, d'ailleurs, vous avez vu, dans un certain nombre de domaines, certaines évolutions sont inquiétantes. Je pense, ça n'a pas de rapport exact avec les médias, mais sur l'affaire de la lecture, vous avez vu le truc qui est sorti il y a 2 jours, qui montre que les jeunes Français lisent de moins en moins bien. Donc ça, c'est un problème d'éducation nationale. Mais on a aussi un effort à faire en matière de médias, à la fois pour augmenter la culture générale, l'érudition des Français, sans verser dans des choses très compliquées, style Arte, etc. C'est très bien Arte, mais on peut avoir de la vulgarisation, de la bonne vulgarisation pour le grand public, et pas systématiquement la série B américaine ou bien la télé-réalité. Et puis il faut également revenir à un principe fondamental de liberté d'expression et de liberté d'opinion. La liberté d'opinion n'étant pas la même chose que la liberté d'expression. J'insiste là-dessus, la liberté d'expression, c'est la possibilité de dire ce que l'on veut. Or, en France, même s'il y a un certain nombre de lois qui restreignent dans certains cas la liberté d'expression, en gros, on a encore une certaine forme de liberté d'expression, mais la liberté d'opinion, c'est autre chose. C'est une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a mis ça au point. C'est que pour qu'il y ait liberté d'opinion, il faut que les gens puissent se faire une opinion. Et pour que les gens puissent se faire une opinion, il faut qu'ils connaissent des idées, qu'ils aient suffisamment été en contact avec ces idées pour se faire une opinion. Moi, j'ai pu passer là quelques secondes par-ci, par-là. Au total, j'ai eu moins de 1% du temps de parole pour la présidentielle. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, vous avez fait 0,9, taisez-vous ». Mais j'ai fait 0,92 parce que j'ai eu 1% du temps de parole. Je rappelle d'ailleurs que monsieur Jean-Marie Le Pen, la première fois qu'il s'était présenté à la présidentielle en 81, il avait fait 0,6. Il avait fait 50% de voix de moins que moi. Il avait eu très peu de temps de parole, semble-t-il. Je pense qu'il en avait eu plus que moi, d'ailleurs. Mais monsieur Macron, lui, il a eu quasiment 30% du temps de parole selon le CSA. Et il a fait 24%. Donc, en termes de ratio par rapport à la minute accordée, j'ai eu un meilleur rendement, si j'ose dire, que monsieur Macron. C'est la vérité. C'est vrai. C'est la vérité. Donc il faut quand même revenir à ce principe fondamental, c'est que pour qu'une opinion puisse se former, encore faut-il que les gens puissent entendre, par exemple Asselineau, mais d'autres, m'entendent plus que 35 secondes ou 1 minute 15. Il faudrait qu'il y ait des débats approfondis comme on le fait en ce moment. Alors on va regarder justement en termes de médias, on a vu que c'était compliqué, mais maintenant il y a les réseaux sociaux aussi. Donc on va regarder un petit florilège sur Twitter où l'on parle de vous. En réalité, François Asselineau, c'était le meilleur. Durant la campagne présidentielle, Asselineau avait été le seul candidat à avertir que si la France restait dans l'Union européenne, le prochain président serait contraint de geler ou supprimer le SMIC. 8 mois après, les journaux commencent à préparer l'opinion dans ce sens. Merci à vous, monsieur Asselineau. Vous avez donné un bref espoir à la jeunesse qui croit encore aux valeurs de ce pays. Merci. Je serai toujours à vos côtés. Que Dieu vous garde. François Asselineau, c'est un autre mégalo comme Mélenchon, mais en moins pire. C'était histoire de ne pas voter nul en désespoir de candidat. L'UPR et François Asselineau sont sincères et visionnaires. Mais vu le peu d'adhérents qui quittent leur fauteuil, ils ne le méritent pas. Vie ma vie de militant à l'UPR, les autres mentent. François Asselineau dit la vérité. Les autres mentent. Le monde est si simple. Soutenir quelqu'un qui enfume les gens? Non. Asselineau a de bien mauvais conseils, et ce depuis le début. Pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je me rallie aux anciens qui se barrent. On va soit basculer à gauche, soit à droite. L'UPR est morte aujourd'hui.
À mon sens, Asselineau n'a plus aucune option lui permettant de s'en sortir. Il est d'autant plus foutu que Philippot va lui prendre tout l'espace médiatique. Je serai vous, je le rejoindrai, je ne vois pas d'autre solution. Alors il y a du rififi à l'UPR, François Asselineau? Non. 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 Il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Vous savez, non. Bah, il y a dans toute collectivité humaine, vous savez, quand on a bientôt 30 000 adhérents, il y aurait 1% de nos adhérents qui quitteraient le navire, si j'ose dire. Ça voudrait dire 300. Actuellement, on a eu, depuis la présidentielle et les législatives, où c'est vrai, les scores ont déçu, c'était exact. Mais enfin, c'était la première fois. Comme vous l'avez gentiment rappelé, j'ai quand même fait 50% de voix de plus que Mme Nathalie Arthaud, alors que Lutte ouvrière, ça fait la 9e élection à laquelle ils étaient présents. Et j'ai fait 5 fois plus de voix que monsieur Cheminade. Et surtout, je rappelle que j'ai eu 1% du temps de parole. Donc, s'il y avait eu 1% des gens qui avaient claqué la porte de l'UPR, on aurait eu donc 1% de 30 000, ça aurait fait 300. On a dû avoir, honnêtement, 25 démissions, 30. Ça fait pas beaucoup, effectivement. Non. Et au contraire, on a beaucoup de gens qui continuent d'adhérer. On a beaucoup de gens qui... Ça s'est ralenti en avril, au mois d'août. On a continué sur la lancée en juin, juillet. On a eu beaucoup d'adhésions, puis ça s'est ralenti à partir du 15 juillet, normalement. Juillet, août, là, on avait 1 ou 2 ou 3 adhésions par jour, jusqu'à la mi-septembre. Et puis depuis, ça a redémarré, ça a bien redémarré. Là, on est à l'instant même, on doit être à 29 420 ou quelque chose comme ça, adhésions. Je pense qu'on va franchir les 30 000 adhérents, à peu près, sans doute en janvier ou février de l'année prochaine. Donc, alors bien sûr, il y a des gens qui critiquent, mais ça c'est... Mais écoutez... On a eu comment dirais-je, on a fait voter des nouveaux statuts lors du congrès. Il y a eu 97% de favorables aux statuts nouveaux et donc de 97,4 et 2,6 qui étaient défavorables. Et dans ces nouveaux statuts, il y avait d'ailleurs notamment l'élargissement considérable du bureau politique, enfin du bureau national, avec une meilleure représentativité des gens du terrain, avec également un tirage au sort pour un certain nombre de candidats, d'adhérents qui souhaitent participer soit au Conseil national, soit aux commissions de discipline. Tout ça a été très largement avalisé. Je me permets d'ailleurs de signaler que c'est normal qu'on modifie les statuts à chaque fois parce qu'on a un parti qui est en croissance exponentielle. Au deuxième congrès, on avait 700 adhérents. On avait modifié donc au troisième congrès, comme on était passé à 4800 adhérents, on avait déjà modifié, on avait passé de 9 à 19 le nombre de membres du bureau national. Et depuis là, pour le 4e congrès, on est passé de 4800 à 30 000. Donc on a multiplié par 6 le nombre de nos adhérents. Donc évidemment, on est obligé de suivre. Et là, on a passé le nombre de membres du bureau national de 19 à 58, 29 titulaires et 29 suppléants. Non, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rififi, alors. Alors on passe à une autre question. Non, franchement, je dis bien sûr, il y a des gens qui critiquent, mais vous savez, il y a une espèce de petit vase clos là en politique sur Internet. On a des gens qui ont quitté l'UPR au cours des 2-3 dernières années. Il y en a qui disaient que j'avais pas de charisme, que je ne savais pas m'y prendre, que si, que ça. Ben, ils ont vécu leur vie et on voit ce qu'ils ont fait. Zéro. Voilà. C'était une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous de voir Florian Philippot quitter le Front National? Alors, vous étiez l'un de ceux qu'il avait prévu. Je pense, quand vous dites l'un de ceux, vous pourrez même presque dire le seul. Je ne crois pas que beaucoup de gens avaient dit ça. Moi, j'ai une vision, je l'avais dite, j'ai fait une conférence qui a plusieurs années, qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Alors, j'invite les gens qui ne l'ont pas vu à aller sur notre site ou à taper sur Google Asselineau, Parti politique intelligence des Français, et qu'ils aillent voir cette conférence qui est en ligne depuis peut-être 2 ou 3 ans, où je passe en revue tous les partis politiques, où je montre leur processus de manipulation. Voilà. Et j'ai montré, et ça fait des années que je le montrais, que c'est pas des critiques, comment dirais-je, infondées. Moi, j'explique pourquoi j'ai créé un parti politique. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas allé là? Pourquoi vous n'êtes pas allé là ?» J'ai expliqué pourquoi. Parce que les partis politiques, tous autant qu'ils sont, utilisent des procédés manipulatoires et se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et par exemple, s'agissant du Front National, puisque constamment on m'a mis dans les pattes le fait que je voulais sortir de l'Union européenne, donc j'étais au Front National, donc j'étais d'extrême droite, j'ai montré dans cette conférence
que le Front National n'avait jamais proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont critiqué, notamment des électeurs du FN, vous, pas vrai, vous mentez, mais moi je montre, j'ai montré, c'est d'ailleurs sur notre site internet, les scans des professions de foi de M. Le Pen, de Mme Le Pen au cours des années. Ils n'ont jamais proposé ça. Marine Le Pen proposait un référendum pour proposer la sortie de l'Union européenne. Mais ça changeait tous les jours. C'était un autre truc, ça s'appelle la technique des lieutenants. Un jour vous dites que vous proposez un référendum, le lendemain vous dites je n'ai jamais dit ça, le surlendemain c'est un de vos lieutenants qui dit l'euro on doit absolument y rester, c'est notamment le monsieur Collard qui dit ça, après ça c'est un autre qui dit l'euro va exploser. On n'y comprend plus rien. Et c'est pas seulement vrai du FN. Hein. Cette technique des lieutenants qui chacun porte un discours différent, c'est très très réfléchi. Hein. Ça s'appelle la technique du râteau pour ratisser large. Le Parti socialiste, les Républicains, ils font tous la même chose. Alors que moi, avec la charte fondatrice de notre mouvement, eh bien, nous avons des fondamentaux. Et tout le monde dit la même chose sur ces points-là. Les points, c'est la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, ça n'est pas négociable. Sortie de l'OTAN. Et pas seulement la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN. Alors, je dis ça depuis des années, puis M. Philippot, il a, si j'ai bien compris, adhéré au Front National en 2009. Il est devenu le vice-président quand même de ce mouvement. Un des vice-présidents, il y en a plusieurs. Un des vice-présidents. Il a soutenu Mme Le Pen, semble-t-il qu'il était derrière elle pour la cornaquer pour l'élection présidentielle. Et puis, au bout de 8 ans, il découvre finalement que celui qui avait raison, c'était moi. C'est-à-dire que le Front National ne proposait pas la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, excusez-moi, il a la comprenette un petit peu lente quand même, parce qu'il a mis 8 ans pour le découvrir. Alors maintenant, il se rallie à ce que je dis. Bon, très bien, mais il n'est pas le seul, vous savez. Hein. Il y en a du monde maintenant qui parle du Frexit. Moi, j'ai vu, il y a des affiches qui ont fleuri depuis quelques mois de l'Action française. Moi, j'ai vu des gens, des royalistes d'Action française, qui maintenant sont pour le Frexit. Il y a à l'autre bout de l'échelle, il y a un petit parti qui s'appelle le Parti pour une Renaissance communiste en France, le PRCF, avec Georges Gastaut, qui sont des communistes ancienne manière, hein, qui refusent les évolutions du Parti communiste français depuis 1976. Donc c'est des vrais marxistes-léninistes. Eux aussi, maintenant, ils font campagne sur le Frexit. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, vous savez, je crois que c'est Victor Hugo qui avait dit « Rien ne peut arrêter une idée lorsqu'elle est arrivée à son terme ». Il se trouve que les analyses que je fais depuis 10 ans se révèlent exactes. Il se trouve que le vote du Brexit au Royaume-Uni nous a énormément aidés pour obtenir les 500 parrainages. Parce que jusqu'au vote du Brexit, c'était très difficile. Les maires ne me connaissaient pas, les maires des petits villages. Et puis à partir du moment où il y a le vote du Brexit, on a eu des marcheurs, des militants qui sont allés voir des maires de petits villages et qui ont dit... Vous aviez un maire de petit village souvent qui disait « Ah non, on va le sortir de l'Union européenne ». Et on lui disait « Mais regardez ce que viennent de faire les Britanniques ». Ça veut donc dire qu'il faut que le débat ait lieu. Et ça a vraiment fait évoluer l'opinion. Donc, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'entre guillemets, si je puis me permettre, pour le moment, les Britanniques ne sont pas encore sortis de l'Union européenne. C'est exact. Donc il y a un peu entre guillemets, d'exagération des deux côtés. Oui, ils sont tant en expliquant que ça va être beaucoup plus difficile que prévu, tant en expliquant que c'est beaucoup plus simple que prévu, puisqu'on voit que c'est toujours pas fait. Ouais. Et que par ailleurs, les Britanniques ne fonctionnent pas avec l'euro. Oui, alors ils ne fonctionnent pas avec l'euro, ils ont des problèmes spécifiques. Ils n'ont pas l'euro, donc ça simplifie peut-être les choses de ce point de vue-là par rapport à ce que nous, ça sera. En revanche, ils ont des problèmes que nous n'avons pas. Par exemple, ils ont le problème de l'Irlande du Nord, qui est frontalière de la République d'Irlande, qui, elle, reste dans l'Union européenne. Là, c'est un vrai souci en ce moment. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on a chopé les toutes dernières négociations qu'il y a actuellement. Et puis, ils ont également le mouvement indépendantiste en Écosse. Donc, l'Écosse ayant voté majoritairement pour le maintien dans l'Union européenne, ils ont des problèmes que nous n'aurons pas en France. Mais cela étant, ça se passe bien. Je rappelle qu'en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne, il y a 2 ans pour sortir. Et le gouvernement britannique a dit, je ne sais plus quel jour ça sera, mais c'est aux alentours du 25 mars 2019, qu'il y aura la sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni. En attendant, ceci nous a dopés, ceci a donné beaucoup de crédit aux analyses que je développe depuis 10 ans. Comme on dit, vous savez, à l'Église, on dit à temps et à contre-temps. Moi, j'ai à temps et à contre-temps. Depuis 10 ans, contre vents et marées, j'ai défendu cette idée.
Voilà. Et Dieu sait si, dans les premiers temps, pendant les premières années, j'étais très très seul, très isolé. Et maintenant, on voit que les choses ont commencé à évoluer. On a commencé à se faire connaître, notamment avec les élections européennes de 2014. Et puis, bien entendu, le Brexit nous a donné un carburant formidable. Et puis, l'élection présidentielle. Et comme la situation s'aggrave dans tous les domaines. La pauvreté gagne en France. Le chômage ne fait que grimper. Les délocalisations sont devenues torrentielles. La destruction de notre agriculture, de notre artisanat, de notre industrie. Tous les Français, ils le voient maintenant. Et puis maintenant que le mirage Macron commence à s'évaporer, les Français ne savent plus où donner de la tête et ils se rendent compte que les analyses que je faisais sont les bonnes. Alors c'est normal que l'Action française, que M. Philippot, que le Parti pour un renouveau, une renaissance communiste en France, que d'ailleurs des gens aussi, je sais, au Front National, chez Mélenchon, un peu partout, il y a aussi des gens qui regardent ce qu'on fait, qui disent ce qu'a dit Asselineau n'est pas mauvais. Donc moi je pense que ce qu'il faudrait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le duc de Berry, il faudrait que les gens aient l'intelligence collective de se dire voilà, nous sommes tous Français, il faut essayer de se rassembler au-dessus et au-delà du clivage droite-gauche. Alors vous l'avez dit justement, Florian Philippot est sur une ligne qui correspond beaucoup plus à celle de l'UPR. On va regarder quelques extraits justement qui le confirment et où il parle également un peu de vous. Moi, personnellement, moi qui veux un Frexit, moi je suis clair là-dessus. Je suis pas en train de dire on verra ce qu'on fait de l'Union européenne, on essaiera de réformer, on fera l'Europe sociale demain, l'Europe qui protège. Ça fait 30 ans qu'on dit ça aux Français. Beaucoup de partis maintenant sont alignés sur cette position, du Parti socialiste au Front National. Ça ne fonctionne pas. Nous sommes clairs dans le débat politique. On sera peut-être la seule liste vraiment défendant l'indépendance nationale. Parce qu'on voit bien que le Front National a renoncé à cela, maintenant veut rester dans l'Union européenne totalement. La France insoumise n'a jamais été très claire sur ces sujets-là. Et nous, on sera très clairs, les patriotes. Alors on proposera que la France soit un pays libre. On est quand même dans un pays aujourd'hui où le président de la République ne peut même pas interdire un herbicide. Parce que c'est la Commission qui décide. On en est là. Hein. Soit on ment en disant on va régler ça, on va réformer ça. Ça fait 10 ans qu'on promet ça aux Français. Soit on dit on fait un Frexit organisé. On retrouve notre indépendance. C'est votre cheval de bataille, hein, la sortie de la France de l'Union européenne. Parce qu'en réalité, tous ceux qui promettent une réforme et qui vous disent demain on fera l'Europe qui protège, l'Europe sociale ou l'Europe je ne sais quoi, démocratique, ça fait 30 ans qu'ils font ces promesses-là. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas les tenir. Le Frexit, s'il était en route, ça coûterait combien ? Mais ça rapporterait surtout. Moi, je suis pour l'indépendance nationale. Et l'indépendance nationale, elle se découpe pas en tranches comme un gâteau. Je ne me sens pas de droite et je ne me sens pas de gauche non plus. Ah oui. Vous êtes en même temps de droite, de gauche. Vous savez, notre devise, c'est le meilleur pour la France. Je fais une analyse politique. Un mot, encore. Et on parlait tout à l'heure de reniement. Vous voyez, j'ai fait une analyse de fond. On ne peut pas défendre les intérêts de la France et des Français sans être un pays libre. Il parle de sortir des traités, Jean-Luc Mélenchon. Bon, ça ne veut rien dire tout cela. Il faut arrêter avec cette soupe en permanence sur l'Union européenne. Et sortir des traités, il ne le disait pas forcément pendant la campagne présidentielle. Si, je crois qu'il avait exactement cette expression-là déjà justement. Mais clairement, nous sommes pour un Frexit, article 50, un Frexit organisé parce qu'il faut le faire avec méthode et les traités prévoient 2 ans. Mais voyez, on est pour l'indépendance nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour la solitude incroyable de la France. On est pour des relations d'amitié, de coopération et d'échange évidemment avec les nations d'Europe et du monde entier d'ailleurs. Vous savez qu'il y en avait un qui avait prévu votre départ depuis longtemps. On active l'article 50 du traité de l'Union européenne. Ça vous parle, François Asselineau? Non, mais c'est-à-dire que là, vous avez montré M. Philippot. Donc très bien, je vais pas dire qu'il a tort, puisque c'est un copier-coller de ce que je dis depuis 10 ans. Moi, ce que je trouve quand même assez étrange dans toute cette histoire, c'est que M. Philippot ne parle jamais de moi, sauf quand un journaliste l'interroge, où il dit je fais ma petite, entreprise, et lui, il fait quoi? Il fait quoi, lui? Et ce que je trouve également notable, et là je trouve quand même que les internautes qui regardent ça devraient se poser la question, pourquoi moi je n'ai plus jamais été invité depuis le vendredi précédent le premier tour, et M. Philippot passe constamment sur toutes les chaînes de télévision. De moins en moins quand même, il faut le soulever. Et pourquoi? Vous savez, moi j'ai un petit proverbe personnel, quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Et je pense que M. Philippot, qui effectivement, je me réjouis qu'il vienne, mais je l'ai dit, c'est l'Action française, le Parti pour un renouveau communiste en France, etc. D'ailleurs, qui ne passe pas eux non plus. Mais si M. Philippot est à ce point médiatisé, à mon avis, c'est pour essayer d'introduire un coin au Front National, pour diviser le Front National, et c'est pour essayer d'empêcher, nous, notre développement,
Parce que nous rassemblons les Français de tous les horizons. Voilà la vérité. Parce que M. Philippot, je suis désolé, M. Philippot, il est connoté dans la population française comme quelqu'un du Front National. Il a été vice-président. Bon. Moi, je sais qu'à l'UPR, nous avons des Françaises venus de tous les horizons. Et il y en a beaucoup qui viennent de la gauche. Et il y en a qui nous ont fait savoir. Hein, si M. Philippot arrive, il claque la porte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc nous essayons de rassembler des gens. Et nous avons des gens venus de tous les horizons qui peuvent venir à l'UPR. Nous avons des gens venus du Front National, je l'ai dit tout à l'heure, des gens venus de la France Insoumise. Mais pas Florian Philippot. Mais écoutez, de toute façon, il ne parle jamais de moi, il n'a pas souhaité me voir, donc voilà. Mais je ne vois pas pourquoi, il n'y a pas... Comment dire ? Voilà, c'est quelqu'un qui crée son truc. Pourquoi est-ce qu'il le fait alors que il dit la même chose que ce que je dis depuis 10 ans ? Il aurait dû vous rejoindre ? Ben déjà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Ça s'appelle diviser, voilà. Il n'apporte rien. Et quand il laisse entendre que lui, il apporte des tas de choses sur l'environnement, c'est se moquer du monde. On a fait un programme, parce qu'il y a des gens, pas seulement M. Philippot, mais il y a des gens qui ont essayé de faire en sorte que me présenter comme si j'étais une espèce d'illuminé, qui la seule chose que je voudrais, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est exactement comme si on avait reproché à De Gaulle qu'il était un illuminé, parce que la seule chose qu'il voulait, c'était poursuivre la résistance. J'ai toujours dit que oui, il y a effectivement une hiérarchie de priorités. Mais je renvoie les personnes qui le souhaitent à consulter le programme qui est en ligne. Moi, j'ai dit énormément de choses sur l'écologie, sur la réforme des institutions, sur le référendum d'initiative populaire, sur, comment dirais-je, les collectivités locales, sur la lutte pour le maintien de l'unité nationale. J'ai été le seul candidat, notamment lors du débat du 4